et s'il n'y aurait pas lieu quand même d'envisager des reprogrammations. C'est ainsi que, jetant un coup d'œil sur le programme, je constate que la prochaine suivra le thème accréditation des chirurgiens. Et alors, pour ne rien vous cacher, personnellement, en tout cas, je suis complètement saturé sur ce thème, puisque en commission, à l'Académie de médecine ici, etc. Alors, c'est peut-être un petit peu beaucoup de consacrer autant de temps à un sujet certes intéressant, qui a fait l'objet d'un rapport, il suffit que nous le lisions. Et puis peut-être, enfin, voilà, c'est une remarque, Monsieur le Président, que je me permets de faire sur cette question. Alors c'est un peu la quadrature du cercle, parce que donc au départ, l'idée des sections interventionnelles comme de la section ambulatoire, c'était déjà de réfléchir sur des sujets pour lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler de façon un peu organisée. Bon, on peut dire que la section interventionnelle marche très bien en termes de production scientifique, puisqu'il y a en gros 4 séances par an, parfois même 5, et qu'il y a toujours des communications d'un très haut niveau, et Philippe Breil l'a souligné. Alors en effet, il y a le problème de l'horaire. Alors là, la semaine dernière, ça a été compliqué par le fait qu'en plus de ça, des problèmes techniques ont fait qu'il y a eu un décalage. On sait que la section interventionnelle qui a du succès, il y a au moins une de ces séances qui a lieu en plénière, puisque la section qui aura interventionnelle du 4e trimestre aura lieu en séance plénière, donc de 14h30 à 17h. Elle sera sur le sujet sur l'urologie, mais qui est une spécialité qui s'y prête bien. Mais là, il y aura une séance plénière. Alors, on a réfléchi au niveau du bureau à cette question. La difficulté, c'est que vous avez pu remarquer qu'au niveau de l'Académie nationale de chirurgie, depuis quelques années récentes, un certain nombre de sujets ou de sujets thématiques sont mis de plus en plus en exergue, et que le nombre de séances, lui, il est pas extensible. Donc on a un peu une difficulté. Alors on a déjà gagné une demi-heure, puisqu'on commence les séances à 14h30 pardon, au lieu de 15h. Il y a en effet un problème, parce qu'inversement, pour l'invitation, et notamment la dernière fois, de gens tout à fait compétents et qui ont parlé devant un auditoire assez maigre, bon, les gens présents, ils ont énormément apprécié, mais c'est vrai que ça aurait mérité d'avoir plus de personnes. Donc, alors on peut se demander, on a discuté, savoir s'il fallait pas commencer les séances d'académie éventuellement à 14h et pas à 14h30, pour essayer d'avoir une zone plus dense. Mais inversement, d'autres personnes disent, bah oui, mais c'est plus dense, ça devient trop dense, et c'est un peu la difficulté. Alors on va pas se plaindre en tant qu'Académie nationale de chirurgie d'avoir des communications qui sont de très très bonne qualité, puisque justement certains regrettent de ne pas pouvoir y être venus ou être restés. Mais c'est vrai que c'est un peu une difficulté. Alors on aura a posteriori sur les, disons, comme maintenant on peut compter le nombre de visionnages des vidéos ou des e-mémoires, on peut voir quels sont les sujets qui attirent le plus ou qui attirent le moins a posteriori, on va commencer à pouvoir le savoir. Mais là c'est vrai, par exemple, jusqu'à la fin de l'année, même si dans le programme tout n'est pas encore marqué, parce qu'il y a certaines dates qui sont en discussion entre les orateurs, mais c'est complet. Il y a même 2 choses qui étaient plus ou moins prévues qu'on ne pourra pas faire. Daniel Jay qui a déjà plus de la moitié de son programme qui est également complet. Donc bon, c'est l'ennui d'être trop riche. Donc voilà. En tout cas, il y aura des séances interventionnelles en séance plénière. Il y en a une qui est déjà prévue, je vous dis, au retour des vacances. Donc qui permettra à tout le monde d'apprécier ça. Avez-vous d'autres remarques ? Eh bien, merci Philippe. Donc on inscrit au procès-verbal le compte-rendu de la séance de chirurgie pédiatrique. Et avant de donner de nouveau la parole à Philippe Breil, qui a organisé la séance sur l'accréditation des chirurgiens digestifs, mais qui s'étend aux autres chirurgiens. Donc je voudrais rappeler, pour ceux qui ne se seraient pas encore inscrits au dîner de l'Académie, qui a lieu mercredi 26 juin, qui aura lieu, non pas comme d'habitude sur la péniche du côté de Bercy, mais au parc de Bagatelle, qu'il commence à être temps de s'inscrire rapidement auprès de Pascal, si vous souhaitez participer à ce dîner. Mon cher Philippe. Bien, je vais prononcer quelques mots d'introduction et remercier Bertrand Millat
Alain Deleuze, Jean-François Gravier et Hubert Joannet d'être venus nous parler d'accréditation à cette séance et surtout d'avoir réagi au dernier moment, car nous étions un petit peu pressés. L'histoire a commencé dans les années 2000 avec l'arrêt Perruche. Les deux principaux réassureurs français en chirurgie ont quitté le territoire, laissant sur le champ un grand nombre d'établissements et un grand nombre de chirurgiens sans contrat d'assurance professionnelle. Dans l'urgence, établissements et praticiens ont dû trouver une nouvelle assurance, et c'est là que le coût de l'assurance responsabilité civile est devenu un vrai problème en France. L'État n'a pas été favorable, comme cela a été fait aux USA, ni à une intégration des primes d'assurance dans les honoraires, ni à une limitation de l'indemnisation dans les litiges. Et donc notre État-providence a préféré décider d'une aide financière versée par l'assurance maladie aux professionnels. Et il a créé à cet effet une nouvelle catégorie de médecins, qui sont les médecins exerçant une spécialité à risque, mais qui ne seraient aidés qu'à une seule condition, c'est de participer et de s'engager dans une procédure dite d'accréditation des pratiques professionnelles, pour lesquelles l'État a fait une loi en août 2004. Qu'est-ce que l'accréditation ? C'est une politique de prévention du risque qui est fondée sur le retour d'expérience, avec pour objectif, pour les patients, la diminution du risque, et pour les acteurs, c'est-à-dire les chirurgiens, les médecins, l'amélioration de leur pratique professionnelle et théoriquement, la diminution de leur prime d'assurance. À cet effet, une bande d'illuminés, dont vous avez ici 5 représentants, ont dit « nous allons profiter de cette opportunité pour restructurer notre spécialité de chirurgie générale, viscérale et digestive ». Ces triples adjectifs veulent tout dire. Nous avons donc créé en 2007 la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, qui a réussi à agréger au sein d'une même entité le Collège de chirurgie générale, viscérale et digestive, responsable de la formation initiale, les très nombreuses sociétés savantes de notre spécialité, on va dire les principales, on a pris les 7 premières, 7, le syndicat, que j'ai contribué à refonder avec Hubert Joannet, mais qui a beaucoup de difficultés à travailler, vu nos occupations, et enfin le service de santé des armées, ce qui nous a permis de réunir tous les chirurgiens. Cette spécialité restructurée, vous en aurez l'illustration en vous connectant sur le site chirurgie-viscérale.org, qui réunit toutes les activités de la chirurgie viscérale et digestive en France. Vous verrez que c'est très intéressant parce qu'il y a à peu près tout, depuis les congrès jusqu'aux mises au point, en parlant de l'action de la fédération. La fédération est un organisme professionnel qui est agréé par la Haute Autorité de Santé pour la gestion de l'accréditation. Elle s'est dotée d'une gouvernance scientifique et d'une gouvernance professionnelle pour une meilleure reconnaissance de notre spécialité. Donc je suis très heureux d'accueillir Bertrand Millat, l'inoxydable président de cette fédération depuis sa fondation, qui travaille beaucoup et qui va être à ma place maintenant pour faire la première communication et vous parler de cette accréditation. Et que j'inviterai à modérer avec moi après. Ça fait chic, hein. Terrible. D'accord. C'est celui-là, c'est le premier. Là. D'accord, entendu. Donc, merci de consacrer cet après-midi à un sujet qui nous motive depuis maintenant bientôt 7 ans et qui se définit dans l'accréditation des praticiens des spécialités dites à risque. Pour être complet, je devrais rajouter accréditation individuelle des praticiens des spécialités dites à risque, et vous verrez pourquoi le mot individuel a beaucoup d'importance.
Donc, le plan de mon exposé sera de vous rappeler, ça a déjà été évoqué par Philippe, les principes de cette accréditation, les succès et limites du processus, et finalement vers où on s'oriente. Alors l'historique, Philippe l'a évoqué, il l'a évoqué en termes de primes assurantielles qui étaient sans cesse en voie d'augmentation. Je me permettrai également de recadrer l'historique dans le contexte de la première enquête nationale des événements indésirables associés aux soins, qui avait recensé, selon une méthodologie qui a été reproduite ensuite en 2009, de 350 à 460 000 événements indésirables par an en établissement de santé en France. Et le constat étant que le tiers à la moitié de ces événements étaient évitables. Évitables au prix d'une observance stricte des règles de la bonne pratique. Philippe l'a dit, après enquête, IGAS, IGF, etc., une loi a été produite qui a défini la prévention des accidents médicaux évitables dans le cadre d'une accréditation individuelle des praticiens exerçant une activité à risque. La mise en œuvre en a été confiée à la Haute Autorité de Santé. C'était basé sur le volontariat. Il n'y a évidemment à ce jour aucune obligation de s'engager dans l'accréditation. Le périmètre de l'accréditation a été défini sur des spécialités à risque. On verra quelles limites il faut voir à cette définition. Mais j'attire immédiatement votre attention sur un point, c'est que la Haute Autorité de Santé, dans sa grande magnanimité, a étendu immédiatement le principe de l'accréditation à la chirurgie, quels que soient les modes d'exercice, et vous comprenez immédiatement le hiatus, puisque quel que soit le mode d'exercice, ça veut dire qu'il y avait des gens qui n'avaient pas d'intérêt à s'engager dans l'accréditation, puisqu'ils ne payaient pas de prime de responsabilité civile professionnelle. Alors le principe, il est simple, c'est le retour d'expérience. Retour d'expérience, permettez-moi un commentaire, la médecine, qui est pourtant une activité à risque réputée, est une des seules activités à risque qui n'a pas organisé son retour d'expérience, contrairement à la majorité, voire la totalité des activités à risque. Celles qui vous viennent immédiatement à l'esprit sont bien sûr l'activité de l'industrie nucléaire ou de l'aviation civile. Donc ce principe du retour d'expérience, qui est une démarche de recueil et d'exploitation des signaux que donne un système en général, la médecine en particulier dans le cas qui nous occupe, il consiste à apprendre de ce qui se passe. Autrement dit, de demander à chacun d'analyser et ses performances et les erreurs qu'il a évitées, les incidents et accidents auxquels il a dû faire face, étant entendu que de l'analyse de ce qui se passe, on tirera des règles et des recommandations pour éviter que ça se reproduise, et donc on améliorera les pratiques. L'architecture du dispositif est relativement simple de ce fait. Les médecins engagés dans l'accréditation déclarent des événements. Je vous demande d'accepter le terme d'événement porteur de risque. Je vais revenir immédiatement sur cette définition. Ils déclarent ces événements. Ces événements sont analysés par un expert. Je vais également plus tard définir le concept d'expert. Ils sont validés, anonymisés, et dès lors qu'ils sont anonymisés, ils entrent dans une base, une database nationale qui s'appelle la base REX, et Alain Deleuze, tout à l'heure, vous expliquera le fonctionnement et les analyses qui peuvent en sortir de cette base REX. L'analyse des événements enregistrés dans cette base sont faits au sein de la spécialité, ce qui peut produire des recommandations, et c'est parce qu'ils vont mettre en œuvre les recommandations issues de ces signalements que les chirurgiens engagés seront réputés accrédités. Philippe l'a dit, et ça n'a pas été le moindre enjeu en 2006, c'est que l'architecture supposait un seul et unique organisme par spécialité, et il a fallu donc, comme première tâche, faire admettre à un certain nombre de sociétés savantes ou d'entités au sein de la spécialité qu'en dépit de leur importance, de leur caractère remarquable et immémorable, eh bien, il allait falloir se mettre tous autour de la même table pour créer un seul organisme en vue de l'accréditation. Le principe du dispositif, c'est que c'est géré par des pairs, c'est-à-dire qu'il n'y a que des collègues exerçant la même spécialité
qui s'occupent des collègues de la spécialité. Ce sont donc des professionnels qui sont tous en activité, ou par honnêteté, je vais dire en retraite récente. Les experts sont des collègues de la spécialité qui ont accepté de suivre une formation à la Haute Autorité de Santé de 3 jours pour apprendre un peu les concepts de base de la gestion des risques et la façon dont on analysait ces événements qu'il allait falloir enregistrer dans la base de données. Et l'incitatif, Philippe vous l'a dit déjà, c'est bien sûr un incitatif financier avec une diminution significative de la prime de responsabilité civile professionnelle. Je complète l'information sur la diapositive en vous disant que le financement du travail de l'organisme est un prélèvement de 500 € par prime remboursée auprès des praticiens. C'est-à-dire que, schématiquement, un praticien qui récupérerait de la CPAM un chèque de 5 000 € de prise en compte sur sa prime de responsabilité civile, ben en fait, il récupérera 4 500 et il y aura 500 qui financeront le travail de l'organisme accréditeur, lequel travail comporte en outre le fait d'indemniser les experts, qui, je viens de le dire, sont des professionnels en exercice, donc qui ont une perte d'activité potentielle par rapport à ce travail, et qui donc justifient une indemnisation pour leur travail au profit de la collectivité. Alors ça, c'est juste pour vous expliquer ce que c'est qu'un événement porteur de risque. Un accident, ça se situe sur un niveau de gravité qui va par rapport à un événement. Un événement peut avoir une absence totale de conséquences pour un patient, ou pour un fonctionnement, ou pour un système. Il peut être cause d'incident, mais qui n'aura aucune conséquence. Il peut être cause de presque accident, et tout ce qui est en amont de l'accident, c'est ce qu'on appelle des événements porteurs de risque. En d'autres termes, on imagine que suite à une intervention quelle qu'elle soit, la chaîne qui aurait pu conduire à un accident avec des conséquences s'est interrompue, et donc on est en amont de l'accident. Ensuite survient malheureusement l'accident, mais cet accident peut avoir des dommages qui peuvent être récupérés, mais après on passe dans ce qu'on appelle un événement indésirable grave, c'est-à-dire qu'il peut avoir des séquelles irréversibles ou, évidemment, entraîner le décès du patient. Au départ, l'architecture de l'OA était faite uniquement pour gérer des événements porteurs de risques. On était donc supposé n'entendre de signalement que sur des événements en amont de l'accident. En pratique, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé, puisque très rapidement, ne serait-ce qu'en termes de crédibilité et d'écoute par rapport aux collègues, on a admis qu'il était nécessaire d'inclure dans notre analyse les événements avérés, autrement dit les accidents avérés, et on a considéré que la barre serait située au niveau des événements, des incidents ou des accidents avérés, mais qui avaient permis une récupération complète des dommages. Le dispositif, il est simple, contrairement à d'autres dispositifs qui essayent de se mettre en place. Les médecins, qui doivent exercer une spécialité en établissement de santé, une spécialité dite à risque, je vais y revenir tout de suite, leur organisme, je viens d'en parler, et la Haute Autorité de Santé. Haute Autorité de Santé qui n'est là qu'en backup logistique, qui est là en backup de légitimité, puisque en fait les organismes agréés proposent un avis d'accréditation à la Haute Autorité, mais c'est la Haute Autorité qui prononce l'accréditation, et la Haute Autorité de Santé assure les réunions entre organismes, etc. Retour d'expérience, je l'ai dit, mais en fait, l'accréditation individuelle ne s'arrête pas là, puisque ce sera détaillé dans d'autres présentations, je vais survoler ce sujet. On accompagne le signalement des événements par un certain nombre d'actions dites d'accompagnement, évaluation des pratiques professionnelles, formation ciblée, participation obligatoire à un certain nombre d'événements de la spécialité, et chaque individu engagé dans l'accréditation est sollicité par son expert, puisqu'il y a une prise en charge individuelle, pour faire annuellement le bilan de ses actions et savoir s'il a satisfait à ses obligations. Alors le programme, je vous cite ici l'exemple du programme de la chirurgie viscérale et digestive, signalement d'un certain nombre d'événements porteurs de risques, mettre en œuvre les recommandations générales de la spécialité, participer à des manifestations chirurgicales et notamment au congrès ou aux sociétés savantes avec les réunions de formation, participer à au moins une des activités que je ne détaille pas mais qui sont toutes pratiquement des activités de type audit de pratiques professionnelles,
Participer aux revues de morbimortalité et checklist. Je vous rappelle que l'une comme l'autre, checklist comme RMM, sont des obligations professionnelles pour les chirurgiens, ce n'est pas une option. Et registre des réinterventions non programmées, je pense que Philippe peut-être en parlera tout à l'heure. Plus précisément, c'est une originalité de ce que l'organisme agréé de chirurgie digestive a mis en place au niveau national. Fait important, le médecin qui s'engage compose lui-même son programme d'accréditation. Il n'est pas du tout dans un programme prédéfini. Et c'est notamment indispensable dans notre activité, puisque vous savez qu'au nom de la chirurgie viscérale et digestive, il y a aujourd'hui des chirurgiens qui seront hépatobiliaires, des chirurgiens qui seront préférentiellement colorectaux, d'autres qui ne font plus que de la chirurgie bariatrique, certains qui ont une très grosse activité en endocrine. Donc il est nécessaire de proposer un panel de possibilités d'évaluation et de formation de façon à répondre aux besoins de chacun. Ça, c'est la liste des spécialités à risque, autrement dit, c'est la liste des organismes qui sont agréés par la Haute Autorité de Santé. Vous y retrouvez sans surprise toutes les chirurgies, la gynéco-obstétrique, l'anesthésie et la réanimation. Et il y a également un certain nombre de spécialités dites classiquement médicales, mais qui sont également des organismes accréditeurs au nom de leur volet interventionnel, en particulier cardiologie ou radiologie interventionnelle, gastroentérologie, etc. Des chiffres, parce qu'il en faut. La population cible, telle que je viens de la définir, c'est en gros 35 000 spécialistes. Et en mars, il y en avait 11 326 engagés dans l'accréditation. Il ne suffit pas de s'engager pour être accrédité. Sur les 11 000 et quelques, il y en a 9 300 et quelques qui sont accrédités. Et là, vous avez le chiffre des événements déclarés et enregistrés dans la base. Si je reviens vous voir dans 3 ans, qu'à Dieu ne plaise, eh bien on continuera à augmenter, bien évidemment, puisque c'est une obligation de déclaration annuelle, donc ça ne peut qu'augmenter. Alors cette accréditation, elle a des points forts, mais elle a aussi des points faibles. Le point fort, c'est que c'est une appropriation professionnelle. C'est-à-dire que pour la première fois, au travers de l'accréditation, les spécialités ont dû définir ce qu'était leur programme de gestion des risques, définir ce que pouvaient être les évaluations de pratique utiles dans la spécialité et définir ce que devaient être les formations. Cette gestion professionnelle, elle est faite par des pairs, et on insiste à chaque fois que nécessaire sur cette gestion par les pairs. Le programme que nous allons réactualiser incessamment dans le courant de ce mois est défini par la spécialité, et tout ceci a eu comme conséquence immédiate que, alors que le signalement des événements est réputé être une participation conflictuelle avec les médecins, eh bien vous avez vu les chiffres. Aujourd'hui, on a mis en place un système où les professionnels signalent en quantité des événements significativement cliniques, et ils le font, à notre avis, parce qu'ils en parlent à des professionnels. Point fort, donc, retour d'expérience, j'en ai parlé, et l'un des points forts notamment, c'est que les évaluations de pratique et les actualisations de connaissances sont construites et argumentées à partir des événements que nous analysons dans la base REX. La certification, l'accréditation individuelle des chirurgiens est une procédure qui est prise en compte dans les manuels de la certification des établissements. Point faible. Alors il y en a. La première, c'est que bien évidemment, l'incitatif financier a créé une clientèle qui est assez inhomogène et qui n'est pas forcément la bonne photographie de la spécialité, puisqu'on a 70% d'engagés qui sont des libéraux exclusifs, 20% d'engagés qui sont en exercice mixte, traduisez, qui sont publics avec une activité libérale intra-hospitalière, et 10% de salariés exclusifs. Tout ceci donnant de la gestion des risques, qui en principe s'est tournée vers les patients, une image intéressée qui n'est pas forcément très glorieuse. Alors, de façon plus efficace, les points faibles sur lesquels on est susceptible d'agir, je les ai énumérés en bas de diapositive. Redéfinir le périmètre des activités à risque, problème de l'individu et de l'équipe, et enfin, je terminerai par une vision un peu étroite de la sécurité patient. Alors, redéfinir le périmètre des activités à risque, vous l'avez entendu, il y a 18 spécialités ciblées, et en vérité, il suffit de regarder, par exemple, sur ce diagramme, la répartition du coût et des condamnations dans les différentes spécialités pour constater que les urgences, qui ne font pas faire partie des organismes agréés, les activités médicales, etc., mériteraient très probablement
de rentrer dans le périmètre de l'accréditation, puisqu'ils sont concernés aussi par une sinistralité. Deuxième limite, c'est que, comme vous l'avez entendu, l'individu signale vers un organisme professionnel, et tout ceci va vers une base REX, mais finalement, l'établissement dans lequel il travaille peut se sentir exclu d'un système de gestion des événements signalés qui ne le concernerait pas ou qui ne retournerait pas vers lui, alors qu'il est éminemment concerné par la gestion et le travail à mener sur ces événements indésirables. Et donc, actuellement, il y a un travail en cours pour améliorer les relations entre les organismes professionnels et les établissements où travaillent les individus chirurgiens. Troisième point, je vous ai parlé de l'accréditation et j'ai insisté sur son caractère individuel. C'est un peu paradoxal puisque tout chirurgien sait qu'aujourd'hui, les risques, ce n'est pas le problème d'un individu, c'est le problème d'une équipe. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de concevoir la gestion des risques non pas comme une activité d'un individu, mais comme une activité collective, gestion collective que sont la checklist et la RMM. Ça apparaît dans l'analyse des EPR dans la base REX, puisque vous voyez que l'équipe représente une cause évoquée dans 25% des cas, et la communication au sein de l'équipe, plus du tiers des cas. Ce qui veut dire qu'actuellement, on travaille à mettre en place et à expérimenter au niveau des blocs opératoires, avec le renfort de la Haute Autorité de Santé, une mise en application au sein des équipes de blocs opératoires des principes qui ont été mis en place il y a fort longtemps par l'aviation civile et qui essayent d'améliorer le travail en équipe au sein des blocs par une meilleure échange, une meilleure communication avec les différents professionnels qui y travaillent. Je termine par cette diapositive qui est d'une simplicité lumineuse. En vérité, le travail qui a été fait pour la fédération, qui apparaît donc ici, la FCVD, non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, si, c'est celle-là. Voilà. Ici, ça a été de rassembler les sociétés savantes, le collège et le syndicat. Aujourd'hui, il y a eu un autre événement qui est arrivé depuis l'accréditation, c'est le développement professionnel continu. Et pour gérer ce développement professionnel continu, il a été nécessaire de créer des conseils nationaux professionnels, lesquels conseils nationaux professionnels ont en fait tiré le parti et le bénéfice du travail fédératif qui avait déjà été mis en place. Et donc c'est au travers de la fédération qu'aujourd'hui la spécialité va pouvoir postuler pour un statut définitif d'organisme de développement professionnel continu, ce qui veut dire que la spécialité est en situation pour avoir la main sur non seulement la gestion des risques, mais également tout ce qui serait le programme de formation initiale et continue du métier de chirurgien viscéral et digestif. Et je pense que ça, c'est probablement une des principales conséquences et peut-être un des principaux bénéfices de l'accréditation individuelle. Je vous remercie. Allô ? Oui, merci Bertrand. C'était lumineux, à l'exception de la dernière diapositive, mais qui ne fait que relater ce qui nous arrive maintenant, c'est-à-dire une complexité très importante dans ce qui devrait prolonger l'accréditation, c'est-à-dire le DPC. Tu as insisté sur le fait que cette accréditation était individuelle et il y a un aspect que tu as précisé qui est que le risque étant systémique, l'accréditation devrait être une accréditation d'équipe, mais il y a aussi un deuxième élément qui est la notion de prévention du risque qui devrait être enseignée à l'université, qui devrait être enseignée aux internes, aux chefs de clinique, pour que, une fois libérés dans le privé, ceux-ci puissent avoir déjà cette notion, cette formation, et puissent la mettre en pratique. Ou que penses-tu de ce qui pourrait être fait en la matière, au niveau de la faculté et au niveau de l'internat? Alors c'est déjà en cours. C'est-à-dire qu'il y a un autre événement qui a été annoncé par la ministre au mois de mars, qui s'appelle le Programme national sécurité patient. Dans ce programme national, il y a 4 axes, et je suis responsable de l'axe formation culture de sécurité. Et dans le cadre des actions proposées par cet axe formation culture de sécurité, il y a un certain nombre d'actions qui ont été entreprises. Premièrement, sur la formation du 2e cycle. Deuxièmement, sur la formation du 3e cycle. Troisièmement,
sur la formation continue, avec, je ne décline pas parce que ce sera un autre exposé, mais le recours à un certain nombre de méthodes, et notamment méthodes de simulation ou simulateurs, ce qui concerne les chirurgiens, et ce qui devrait éviter d'avoir des débats en 2013 sur le concept de courbe d'apprentissage. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a même pour ne rien cacher, certains conseillers ministériels qui envisagent que l'acquisition d'un certain nombre de savoir-être, savoir-faire, savoir se comporter en équipe, savoir communiquer, fasse partie de la formation initiale, et qu'une espèce de passeport de validation de ces acquis soit exigible pour pouvoir passer l'examen de classe nationale en fin de D2 et pour pouvoir bénéficier de la qualification au moment de la fin du 3e cycle. Est-ce que les revues de morbimortalité, qui de plus en plus, on voit les événements porteurs de risques et pas forcément uniquement les événements avec accident, jouent pas déjà un rôle, notamment au niveau des internes, dans la formation? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Du reste, il est envisagé de... ma philosophie par rapport à la formation de la culture sécurité et de la gestion des risques, c'est qu'elle ne doit pas être sortie du milieu des professionnels de la spécialité. Autrement dit, tout le travail actuel, c'est d'éviter que le marché formation à la culture sécurité ne soit pas approprié par NDU ou N formations spécialisées qui sortiront les gens de leur environnement technique et qui leur feront croire que finalement, d'un côté, il y a la technique telle qu'on doit l'apprendre, et de l'autre côté, il y a la culture sécurité qu'il faut... Mon objectif et tout ce à quoi je travaille, c'est de faire en sorte que ce soit les mêmes qui enseignent et la culture de sécurité et la technique chirurgicale, ou les savoirs théoriques et pratiques. Et dans ce cadre, les RMM sont bien évidemment l'un des principaux outils de la formation à la culture sécurité. Bien sûr. Des questions ? Oui, j'aurais 3 questions à Bertrand Millat. D'une part, comment sont désignés les experts? D'autre part, est-ce que vous avez déjà refusé l'accréditation à certains? Et troisièmement, est-ce que ça aboutit à une diminution des primes d'assurance? Alors, première réponse, les experts sont à la fois se portent volontaires et au début, on s'est aperçu qu'on n'était pas très bon dans le casting, qui est fait qu'on a emmené vers la formation un certain nombre d'experts qui finalement n'ont pas été très utiles, si j'ose dire. Et aujourd'hui, on a souci de modifier un peu le recrutement des experts en leur montrant la réalité du travail auquel ils s'engagent, parce que c'est un réel travail. Donc il faut qu'on améliore les choses. Deuxième question, est-ce qu'on a refusé des accréditations? Bien sûr. Et on a refusé des accréditations pour des raisons qui sont parfois de convenance, mais parfois aussi par refus du chirurgien engagé de comprendre qu'au bout du chèque, il y avait un certain engagement professionnel en matière de sécurité et que comme il n'avait pas fait le travail qu'il aurait dû faire, il a été sorti de l'accréditation. Et la troisième remarque, c'était sur les primes d'assurance. Alors, Jean-François Gravier, quasiment, pourrait mieux répondre que moi à cette question, puisque finalement, moi, je ne paye pas de primes de responsabilité civile professionnelle étant dans une activité exclusivement publique, mais bien évidemment, un certain nombre d'assureurs ont compris que puisque les CPAM participaient à une partie de la prime de responsabilité civile professionnelle, il n'y avait aucune raison qu'ils ne l'augmentent pas, puisque finalement, il y avait une participation, et donc actuellement, mais ça pourra être peut-être davantage détaillé, il y a un certain nombre de primes de responsabilité qui réaugmentent indépendamment de l'engagement dans l'accréditation. Ce qui n'est pas étonnant pour la bonne et simple raison que l'aide en matière d'assurance est pour les secteurs 1, on va dire, de 60% du montant de la prime d'assurance. Donc les assureurs n'ont aucun inconvénient à augmenter leur prime dans la mesure où l'aide est fondée sur un pourcentage et où le plafond a été réévalué. Par contre, pour compléter, au niveau des anesthésistes qui se sont impliqués très tôt dans ces mécanismes et qui avaient fait tout un tas de recommandations qui n'existaient pas en chirurgie, il y avait eu d'ailleurs ceux qui participaient au groupe à la commission 9 à Kevin Médecine, on avait auditionné un assureur, et il y avait eu, c'était la seule spécialité qui avait vu ses primes d'assurance diminuer de façon
importante dans le donnant-donnant qu'il y avait eu sur formation, protocolisation et primes. Notamment parce qu'ils avaient fait du marketing, c'est-à-dire qu'ils avaient été voir les assureurs en leur disant, voilà, nous sommes 450 ou 500 anesthésistes, combien vous nous faites de primes d'assurance? Oui, Philippe a répondu en partie à la première question qui était quel était le montant moyen de la prime payée par un chirurgien et quelle était la ristourne. Tu as dit qu'elle était de l'ordre de 60% sur une somme en moyenne de combien? Et 15 000, 15 000 euros en ouais, moyenne. 15 000. Entre 15 et 20 000, mais c'est en augmentation exponentielle. Jean-François, tu peux nous préciser ton cas particulier? Oui, Bertrand fait référence à un mail que j'ai envoyé il y a quelques jours au directeur de mon assurance, qui participera avec moi à une table ronde sur la mesure d'impact de la mise en place de l'accréditation sur les risques, qui aura lieu en octobre. Et dans l'impact, il est pour l'instant difficile d'évaluer la sinistralité. Et mon premier réflexe que j'ai eu quand j'ai reçu mon nouvel appel de cotisation de RCP, c'est d'écrire à ce directeur qui va participer à la table ronde en disant qu'en termes de sinistralité, je ne savais pas comment mesurer l'impact, mais en termes de primes de RCP, c'était très facile à mesurer et ça serait très compréhensible par les collègues chirurgiens, puisque depuis la mise en place de l'accréditation, et quelle que soit la sinistralité qu'ont eu les chirurgiens, l'augmentation de la prime de RCP a augmenté de 100%. Yves Chapuis. Oui, je voudrais simplement revenir un petit peu en arrière pour rappeler que, autant que je me souvienne, en 1982, nous avions avec Charles Proy tenu une réunion au cours d'un congrès de l'AFC, justement, sur le problème de l'évaluation et de l'évaluation morbidité, mortalité dans les services. Et j'en parle parce que Charles Proy, notre ancien président, a inauguré, si je puis dire, d'une façon particulièrement rigoureuse dans son service, une technique qui consistait à faire une révision hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, etc., de tous les événements qui se déroulaient. Nous l'avions fait d'ailleurs à ce moment-là d'un commun accord, et en associant d'ailleurs les médecins anesthésistes, les réanimateurs. Je rappelle cela. Ça fait déjà pas mal de temps, parce qu'il y avait déjà cette préoccupation. Alors simplement, s'agissant de l'apprentissage pour les élèves chirurgiens, du savoir-être et du savoir-faire, je pense qu'il faut éviter que ce soit des organismes extérieurs qui prennent ça en charge. Il faut que ce soit justement la responsabilité des enseignants, alors c'est plus facile bien entendu en milieu hospitalier, qui aient justement cette mission. Et que s'ils ne répondent pas à cette mission, parce que je rappelle que normalement, un responsable de service, ça n'a jamais été tellement appliqué, sa nomination est temporaire, c'est-à-dire théoriquement, tous les 5 ans, revue, et éventuellement, si le système ne marche pas. Alors, ça, c'est une théorie, mais je pense qu'il vaudrait mieux garder ça pour nous, bien entendu que ça se passe au sein des établissements. Ça peut faire intervenir la responsabilité de la commission médicale d'établissement, afin que ça reste entre médecins, pour éviter peut-être justement ce risque de voir le ministère prendre ça en charge. Voilà, c'est mon point de vue. J'ajouterais que tu l'as souligné tout à l'heure en parlant du fait que la clientèle de l'organisme à créer, par la carotte qu'est le chèque, fait que sur la pyramide des catégories, 70% sont des chirurgiens privés. C'est effectivement un petit peu gênant si on veut regrouper en un même système, une même entité, la totalité des chirurgiens qui exercent la même spécialité dans le pays. Mais l'avantage que j'y vois, c'est que la fédération est le seul organisme qui peut fédérer, qui peut communiquer avec les chirurgiens praticiens de base exerçant dans la vraie vie. Il n'y a aucun autre organisme qui peut le faire, et ça, c'est un avantage majeur qu'il ne faudra pas sacrifier quand le DPC aura déployé ses ailes. Oui, non, là, il y a deux choses. La première, tu as parfaitement raison, et il faut être tout à fait pragmatique. Les personnes qu'on a ciblées, quelles que soient les critiques qu'on pourrait vouloir faire vis-à-vis de cet incitatif et de la clientèle qu'il a permis de recruter,
on n'aurait probablement pas recruté cette clientèle avec d'autres méthodes. Donc profitons-en et travaillons avec les collègues qui sont engagés dans ces conditions. Mais la deuxième remarque, c'est que aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai terminé par cette diapositive, il ne faut retenir qu'une chose, c'est qu'on se bagarre, parce que ce n'est pas complètement réglé encore, mais je pense qu'on va y arriver, pour faire en sorte que ce soit le même organisme qui soit à la fois responsable de l'accréditation et du développement professionnel continu. Et que, étant responsable de l'un et l'autre, il ne faut pas oublier que je vous ai dit que l'accréditation était volontaire, mais le développement professionnel continu, c'est une obligation. Ce qui veut dire qu'on a travaillé pour obtenir l'équivalence stricte entre la procédure dite d'accréditation et le développement professionnel continu, et je pense que nous allons continuer à déployer une certaine énergie pour que finalement le principe de l'accréditation, au sens je signale des événements à mes collègues, on les analyse ensemble, et à partir de ces analyses, je mets en place des formations et j'évalue mes pratiques, et bien que ce principe devienne la méthode de fonctionnement du développement professionnel continu des spécialités chirurgicales. Pas d'autres questions? Oui, une dernière question. Ça veut dire que dans le cadre du DPC, vous traiterez, comme il se fait aux États-Unis, avec les différents congrès de formation de la spécialité pour des crédits de formation continue, qui est un peu une arlésienne, puisqu'on en parle depuis tant et tant d'années. Non, ce n'est pas du tout une arlésienne, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est-à-dire que nous avons déjà... Alors, on avait commencé à le faire dans le cadre de l'accréditation, c'est-à-dire qu'avant même que le DPC n'énumère ses exigences, on avait déjà commencé à travailler avec les sociétés savantes pour qu'au sein de leur congrès, ils identifient des sessions, et on avait déjà, sans qu'on nous dise comment faire, énuméré un certain nombre de règles. Ce serait bien qu'il y en ait au moins 2. Ce serait bien que les thèmes, on ait participé au choix de ces thèmes, parce que finalement, pas faire n'importe quelle session au nom de l'accréditation, ce serait bien qu'on ait la possibilité de parler des risques, de ce qu'on a analysé, etc. Et de fait, c'est comme ça que ça a commencé à fonctionner, je dirais, depuis 2 ans au moins. Et alors maintenant, dans le cadre des congrès, je dirais plutôt 2 ans. Peut-être la SFCE il y a 3 ans. Mais alors aujourd'hui, au nom du DPC, il y a un autre événement qui arrive, c'est les conflits d'intérêts. Puisque en fait, dans le DPC, vous le savez peut-être, la participation de l'industrie à une action de développement professionnel continu doit être de 0%. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, tous les congrès des sociétés savantes ne fonctionnent et ne s'organisent qu'au nom de la participation de l'industrie. Et donc, il y a actuellement une étape qui est de mettre en compatibilité le réalisme du fonctionnement des sociétés savantes et de leur financement, et les exigences de non-conflit d'intérêts du développement professionnel continu, ce qui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais se met en place, et qui va être en place pour, pas pour l'AFC, mais pour, par exemple, pour la SFCD. La SFCD en décembre sera le premier congrès de sociétés savantes de la spécialité, qui se sera organisé strictement dans les règles permettant d'identifier la participation dans le congrès à une action de DPC. En 2 mots, c'est à la fin du congrès, c'est au minimum 2 sessions, et c'est dans des locaux qui sont sortis des conditions de financement et de location et d'organisation de la société savante. J'entends bien, je faisais surtout référence à des crédits pour toutes les sessions d'une réunion de sociétés savantes, c'est-à-dire pas seulement celles qui étaient focalisées, on va dire, spécifiquement sur la gestion des risques, parce qu'il y a les risques, mais vous l'avez effectivement évoqué, il y a la formation, puis dans une discipline qui est par essence de risque, et effectivement, en Amérique du Nord, il y a des crédits, on doit accumuler un certain nombre de points, etc. Et c'était plutôt dans ce sens-là que je posais la question. Oui, mais alors, les crédits, le terme crédit n'est pas utilisé. Oui. Ce qui est... accessible et que vous pouvez consulter très facilement, c'est la liste dite des méthodes et modalités du développement professionnel continu, liste que vous pouvez aller consulter sur le site de la Haute Autorité de Santé sans difficulté. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres spécialités qui avaient la chance, contrairement à la chirurgie digestive qui était éclatée entre plusieurs spécialités. Et je pense que là, vous avez fait un travail considérable et qui était indispensable pour la chirurgie viscérale et digestive, c'était d'unifier le système. Alors comme on est en France, les choses ont été même de façon tellement difficile qu'en urologie, où il y a 25 ans, on avait tout regroupé en une seule,
il a fallu qu'on fasse un espèce de montage, parce que nous, on était déjà organisé comme ça, mais il y avait 2 alinéas qui n'allaient pas avec le fonctionnement. Donc ça a été... Bon. Mais par contre, on a complètement séparé les problèmes de financement pour les raisons du TPC. C'est en effet très très important de le faire.